Les critiques ont passé des années à qualifier André Rieu de pire chose qui soit jamais arrivé à la musique classique. Ils l'accusent d'enrober de douceur des symphonies intemporelles, de remplacer les salles de concert solennelles par des spectacles scintillants, des visages souriants, des costumes élaborés et un public qui danse, au lieu de s'asseoir dans un silence respectueux. Pour de nombreux traditionalistes, il représente tout ce que la musique classique n'était jamais censée devenir. Un artiste qui a troqué la pureté contre la popularité et transformé une forme d'art fondée sur la discipline en quelque chose qu'il considère comme un divertissement. Il existe pourtant un fait tenace qui refuse de disparaître quelle que soit l'ampleur des critiques. André Rieu continue de vendre plus de billets que presque tous les musiciens classiques vivants. Ses tournées mondiales génèrent des revenus qui rivalisent avec les grandes stars du rock. Et tandis que l'industrie musicale peine à vendre des albums physiques, ses fans achètent toujours fièrement des CD, comme si la révolution numérique n'avait jamais eu lieu. Cette contradiction soulève une question à laquelle aucun critique n'a jamais été en mesure de répondre de manière convaincante. S'il nuit vraiment à la musique classique, pourquoi des millions de personnes dans le monde continuent-elles à lui revenir année après année, avec le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux? La vérité est que quelque chose chez André Rieu a toujours échappé aux définitions étroites des experts. Il y a une raison pour laquelle des publics qui ne se sont jamais considérés comme des amoureux de Mozart, Strauss ou Tchaïkovski se retrouvent soudainement à remplir les arènes, à saluer les valses et à quitter les concerts en croyant que la musique classique leur appartient aussi. Pour comprendre comment cela est devenu possible, il faut remonter bien avant les stades à guichets fermés, devant le célèbre orchestre, devant les violons scintillants et les foules dansantes. La réponse commence par une mélodie inoubliable qui a touché le cœur d'un petit garçon bien avant qu'il n'imagine devenir le violoniste le plus reconnaissable au monde. André Rieu est né le 1er octobre 1949 à Maastricht aux Pays-Bas tard dans la soirée, après que ses parents aient récemment déménagé d'Amsterdam. Sa naissance ressemblait presque à une bénédiction de dernière minute qui liait à jamais son identité à la ville, qui le considérerait plus tard comme son fils musical le plus célèbre. Il est devenu le 3e enfant d'une maison qui finirait par déborder de frères et de sœurs, d'une activité constante et des fardeaux silencieux portés par des adultes essayant de maintenir le tout ensemble. Dès le début, la vie autour de lui était occupée, exigeante et remplie d'attentes, qui allaient bien au-delà de ce que la plupart des enfants vivent. Au sein de la maison Rieu, la musique n'a jamais été considérée comme un passe-temps facultatif ou un passe-temps agréable à pratiquer après l'école. Elle était ancrée dans la structure de la vie quotidienne, presque comme une loi non écrite à laquelle chacun était censé obéir sans poser de questions. Le père d'André Rieu Senior avait déjà acquis un énorme respect en tant que chef d'orchestre et la précision qu'il exigeait des orchestres le suivait chaque soir jusqu'à la porte d'entrée. Sa carrière s'est construite grâce à des années d'études disciplinées, de formation incessante et de performances au plus haut niveau professionnel, gagnant l'admiration des musiciens qui considéraient son travail avec un respect presque sacré. En raison de la profession de son père, la famille vivait entourée de symphonies d'opéra et de compositions classiques monumentales qui exigeaient une concentration totale plutôt qu'un plaisir occasionnel. Les enfants ont grandi en écoutant des chefs-d'œuvre que la plupart des familles ne rencontraient que lors d'occasions spéciales, et ces œuvres n'étaient jamais considérées comme une musique de fond flottant dans la maison. Chaque répétition, chaque enregistrement, chaque discussion renforçait l'idée que la musique méritait respect, discipline et engagement total. Ce n'était pas simplement quelque chose de beau à entendre, c'est devenu la norme par rapport à laquelle l'effort, l'excellence et même le caractère étaient mesurés. Même si la maison était remplie de musique, elle était loin d'être paisible. 6 enfants partageaient le même toit aux côtés d'animaux, de compagnie d'une grand-mère et d'innombrables règles domestiques qui d'une manière ou d'une autre donnaient l'impression que chaque pièce était plus petite qu'elle ne l'était réellement. Les rires et le bruit résonnaient constamment dans les couloirs, mais la chaleur émotionnelle semblait souvent étrangement absente, laissant derrière elle une atmosphère où la discipline était abondante, mais où l'affection pouvait sembler douloureusement rare. Des années plus tard, André décrirait son enfance comme émotionnellement froide, et ces mots reflétaient bien plus que quelques souvenirs isolés. Il capturait tout un paysage émotionnel qu'il avait façonné de l'intérieur. Son père possédait la capacité remarquable de commander un orchestre avec confiance et précision. Mais à la maison, il restait souvent émotionnellement éloigné de la famille qu'il admirait le plus. Chaque fois que le chaos lié à l'éducation de tant d'enfants devenait insupportable, il se retirait dans son bureau privé, fermant la porte,
comme si la maison elle-même était devenue une tempête contre laquelle il avait besoin de se protéger. Pour le jeune André, ces disparitions silencieuses étaient presque aussi fortes que les mots pourraient le faire, renforçant le sentiment que la discipline passait en premier, alors que la proximité restait juste hors de portée. Le silence à l'intérieur de cette maison a laissé des marques qui ont duré bien plus longtemps que quiconque ne l'avait imaginé à l'époque. Pourtant, sous la distance émotionnelle, quelque chose d'extraordinaire se dessinait tranquillement à l'intérieur du jeune garçon. Chaque jour, il voyait un véritable maître se consacrer entièrement à la musique, absorbant des leçons qui n'étaient jamais prononcées à voix haute, mais qui étaient démontrées par un engagement incessant, une concentration absolue et le respect de chaque note. Même lorsque l'amour semblait difficile à trouver, André apprenait des vérités inestimables sur le timing, le savoir-faire, la patience et la responsabilité qui accompagnent le fait de se tenir devant un public. Ces leçons feraient une partie du fondement invisible de tout ce qu'il accomplirait plus tard dans sa vie. Son père croyait profondément en une formation rigoureuse. C'est pourquoi chaque enfant était initié aux instruments de musique dès son plus jeune âge et s'attendait à s'améliorer régulièrement grâce à un travail acharné. La pratique n'a jamais été présentée comme un choix et le plaisir est rarement entré dans la conversation car l'excellence elle-même était considérée comme le but ultime. Personne ne s'est arrêté pour demander si les enfants s'amusaient ou découvraient leur propre passion en cours de route. L'attente était simple, apprendre, s'améliorer et prendre la musique au sérieux car rien de moins ne répondrait aux normes familiales. Ce parcours exigeant a finalement conduit André au violon. En 1954, à seulement 5 ans, il commence à prendre des cours, même si ses premières expériences avec l'instrument se déroulent très différemment de ce que son père avait probablement imaginé. Son professeur, une femme nommée Tini, a complètement captivé le petit garçon dès son entrée dans la pièce. Avec ses cheveux blonds, sa présence chaleureuse et son doux sourire, elle semblait presque magique à ses jeunes yeux, le laissant bien plus intéressé à l'admirer qu'à prêter attention à la position des doigts ou à pratiquer correctement les gammes. Au lieu de se concentrer sur chaque instruction, le jeune André se retrouvait souvent à regarder son professeur avec la fascination innocente que seul un enfant peut éprouver. Son petit béguin était si écrasant que les leçons devenaient parfois secondaires par rapport au simple fait d'être dans la même pièce que la femme qu'il considérait comme la plus belle personne qu'il ait jamais vue. C'était une charmante distraction, plutôt qu'un obstacle sérieux, mais cela révélait déjà quelque chose d'important sur sa personnalité. Son cœur s'est naturellement tourné vers l'émotion avant la technique, vers la connexion humaine, avant une exécution sans faille. Ce qui rend l'histoire encore plus touchante, c'est qu'il ne l'a jamais vraiment oublié. Des décennies plus tard, longtemps après être devenu l'un des violonistes les plus célèbres au monde, André parlait encore de Tini avec une véritable affection et une sincère gratitude, prouvant à quel point ses premiers souvenirs étaient restés profondément en lui. Il l'a même surprise lors de la célébration de son 80e anniversaire, un geste qui suggérait que le petit garçon qu'il avait autrefois admiré avec des yeux écarquillés d'innocence, vivait toujours quelque part à l'intérieur de la célèbre artiste. Le temps avait transformé presque tous les aspects de sa vie, mais ce premier lien émotionnel restait magnifiquement intact. Avec le recul, il est facile de reconnaître les premières ébauches de l'artiste que deviendra André Rieu. Alors que sa famille considérait la musique principalement sous l'angle de la discipline, de la précision et de la perfection, André recherchait instinctivement quelque chose de plus personnel, de plus émotionnel et de plus humain. Il découvre peu à peu que la musique peut faire bien plus qu'impressionner les experts ou satisfaire des normes techniques. Cela pourrait réconforter les gens, rassembler des inconnus, réveiller des souvenirs oubliés et faire sourire le public sans lui demander de comprendre tous les détails compliqués cachés dans la partition. Grandir sous l'autorité de son père signifiait aussi vivre sous le poids d'idéaux musicaux intransigeants. André Rieu Senior croyait passionnément que seules les formes les plus sérieuses de la musique classique méritaient un respect durable, laissant peu de place aux styles plus légers ou aux performances conçues simplement pour ravir le public. La musique populaire n'avait aucune place dans sa philosophie artistique et les valses viennoises étaient souvent considérées comme un divertissement superficiel bien en dessous de la dignité du nom de famille Rieu. Ces convictions pesaient sur le foyer comme des lois incontestables que personne n'osait contester. Pendant de nombreuses années, André a accepté ces croyances parce que les enfants font naturellement confiance au monde présenté par leurs parents, même lorsque ce monde les limite discrètement. Sa relation avec son père reste compliquée.
empreinte d'admiration d'un côté et de distance émotionnelle de l'autre, créant un lien où le respect remplace souvent la tendresse. Il y avait une reconnaissance pour les réussites, un enseignement sans fin et des attentes constantes, mais un véritable confort n'apparaissait que rarement. Le silence entre père et fils était parfois plus puissant que n'importe quelle conversation qu'ils avaient jamais partagée. En tant qu'adulte, André reconnaîtrait ouvertement à quel point ses blessures émotionnelles l'affectaient. Il a admis que lui et sa femme ont passé des années à surmonter la douleur laissée par leur enfance avant de se sentir enfin émotionnellement prêts à devenir eux-mêmes parents déterminés à ne pas répéter les mêmes schémas avec leurs propres enfants. Même vers la fin de la vie de son père, de petits moments continuaient de lui rappeler à quel point la distance émotionnelle entre eux avait toujours été grande. Certaines cicatrices n'ont jamais complètement disparu, même lorsque le pardon a progressivement trouvé sa place. Une autre vérité existait à côté de cette douleur et André n'a jamais essayé de la nier. Tout ce qu'il savait sur la discipline musicale, le pouvoir de la répétition, la majesté des orchestres live et la responsabilité des musiciens de premier plan lui venait directement du monde que son père lui avait présenté lorsqu'il était enfant. Il a assisté à des répétitions, assisté à des performances remarquables et a appris de première main ce que signifiait retenir l'attention d'un public, rien d'autre que le son et la présence. Ce ne fut pas un héritage facile, mais il devint un héritage inestimable constituant le fondement sur lequel il bâtit plus tard sa propre carrière extraordinaire. Puis vint le moment qui changea discrètement la direction de sa vie entière sans que personne ne s'en rende compte à ce moment-là. Lors d'un des concerts de son père à l'approche du carnaval, l'orchestre a interprété une valse viennoise en rappel après la fin du programme plus sérieux. André a vu quelque chose de remarquable se dérouler sous ses yeux, alors que l'atmosphère à l'intérieur de la salle se transformait presque instantanément. Le public, qui s'était assis poliment pendant la représentation formelle, a soudainement semblé s'animer d'une énergie qu'aucune conférence ou théorie musicale ne pourrait jamais expliquer. Les pieds ont commencé à taper presque inconsciemment contre le sol, de doux sourires se sont répandus sur des visages restés sérieux quelques instants auparavant, et les gens ont commencé à fredonner comme si la mélodie leur appartenait personnellement. La pièce entière semblait plus chaude, plus légère, et d'une certaine manière plus unie qu'elle ne l'avait été tout au long de la soirée. André sentit cette transformation au plus profond de sa poitrine, sentant qu'il assistait à quelque chose de bien plus important qu'un simple rappel. Des années plus tard, il décrira cette expérience comme presque miraculeuse, car elle lui révéla une vérité qu'il n'oublierait jamais. C'est à ce moment inoubliable qu'il réalise que la grandeur de la musique ne se mesure pas seulement à la complexité ou à l'admiration intellectuelle. De grands chefs-d'œuvre pouvaient certes inspirer le respect, mais la joie possédait un type de pouvoir unique qui atteignait immédiatement les gens ordinaires sans exiger des années d'éducation ou de compréhension technique. Le bonheur invitait les auditeurs à l'intérieur au lieu de les maintenir à une distance respectueuse, et l'émotion pouvait combler des lacunes que l'expertise ne pourrait jamais combler. Cette seule révélation a tranquillement planté la graine de la philosophie qui finira par définir toute sa carrière. Alors que la vie continuait d'avancer, une autre influence puissante entra dans le monde d'André, une influence qui n'avait rien à voir avec les orchestres ou les salles de concert. À l'âge de 15 ans, il assiste à une fête organisée par sa sœur et rencontre une jeune fille de 13 ans nommée Marjorie. Leur connexion est arrivée avec le genre de certitude inattendue que les jeunes ont souvent du mal à croire parce qu'elle semble presque trop immédiate pour être réelle. Cependant, au lieu de s'estomper, avec le temps, leur lien n'a fait que se renforcer, se tissant tranquillement au fil des années qui ont suivi. Marjorie est devenue bien plus qu'une romance d'adolescente. Elle a apporté dans la vie d'André quelque chose qu'il avait passé une grande partie de son enfance à rechercher, sans s'en rendre pleinement compte, une véritable chaleur, une sécurité émotionnelle et l'assurance tranquille que quelqu'un le comprenait vraiment. Alors que les pressions de la vie, les attentes familiales et l'ambition professionnelle devenaient plus lourdes, elle restait la présence constante qui l'aidait à porter ses fardeaux à ses côtés. Dans un foyer où la discipline avait souvent plus de poids que l'affection, Marjorie a introduit un langage complètement différent fondé sur l'amour, la patience et un soutien inébranlable donnant à André le fondement émotionnel qui lui manquait depuis longtemps. Elle a apporté de la facilité. Elle a apporté l'idée que la musique pouvait être légère sans être superficielle. Elle l'a aidé à comprendre que la musique ne doit pas nécessairement être un test à réussir. Cela peut être un sentiment que vous partagez.
André lui-même a dit plus tard qu'elle avait apporté de la musique légère dans sa vie, et en même temps, elle avait apporté de la lumière dans sa vie en général. C'était important, car il avait grandi dans une maison où la musique était partout, mais où l'amour lui semblait loin. Ils se sont mariés en 1975, et le début de leur mariage n'a pas été glamour. Ils étaient jeunes, et André était encore en train de construire son avenir. L'argent était serré, la vie était exigeante, alors Marjorie travaillait pour subvenir à leurs besoins, et André s'occupait de la maison. Ce n'était pas une histoire de succès instantané. C'était l'histoire de deux personnes décidant que leur rêve comptait, puis vivant la partie la plus difficile de cette décision. Tout en développant ses compétences, il s'est entraîné sérieusement. Il a étudié au conservatoire de Maastricht de 1968 à 1973 auprès de professeurs liés au plus haut niveau des orchestres néerlandais. Parallèlement, il étudie également à Liège en Belgique, ce qui implique des voyages de la pression et un emploi du temps chargé qui ne laisse pas beaucoup de place au repos. Après cela, il se rend à Bruxelles en 1974 pour étudier avec un professeur de violon hongrois, respecté André Gertler, et y reste jusqu'en 1977. Lorsqu'il termine, il remporte le premier prix, une haute distinction qui montre qu'il a atteint un niveau élevé en tant que violoniste classique. Personne ne peut donc dire qu'il manquait de formation. Personne ne pouvait dire qu'il n'avait pas sa place dans le monde sérieux. Le problème était que le monde sérieux ne le rendait pas heureux, et cette vérité revenait sans cesse, surtout lorsqu'il sentait la différence entre des applaudissements polis et une vraie joie. À un moment donné de ses années d'études, il a joué une valse de Franz Lehár, la valse d'or et d'argent, et la réaction du public a été si vive qu'elle l'a rapproché de son véritable chemin. Ce n'était pas seulement des applaudissements, c'était de l'excitation, de la chaleur et un sentiment de bonheur partagé. Dans cette réaction, il a vu son avenir plus clairement que jamais dans une salle calme et formelle. Puis la vie est devenue encore plus exigeante parce que les rêves ne s'arrêtent pas à la famille. En 1978, André et Marjorie accueillent leur premier fils Marc, et la même année, André fonde l'orchestre du salon de Maastricht. Il avait 28 ans plein d'ambition, et du coup, il était aussi un père qui devait subvenir à ses besoins. Pour continuer à gagner de l'argent, il a travaillé comme violoniste dans l'orchestre symphonique du Limbourg, un orchestre façonné par la longue direction de son père. Ce travail lui apportait de la stabilité, mais il ressemblait aussi à une cage, car il le ramenait dans un monde qui jugeait son rêve. Pourtant, il ne s'est pas arrêté. Il a essayé d'obtenir des réservations pour son propre orchestre en envoyant des centaines de dépliants, mais rien ne s'est produit. Aucun rendez-vous n'a été obtenu grâce à tous ses efforts. Alors, il a changé de tactique, a enfilé son plus beau costume et a commencé à se rendre dans des maisons de retraite pour offrir des spectacles pour une somme modique. Il n'arrêtait pas de se présenter, n'arrêtait pas de demander, n'arrêtait pas de pousser. Finalement, un endroit a dit oui, et ce oui comptait plus que ce que les gens pourraient penser, car cela donnait au groupe une chance de jouer, de grandir, et de construire un décor qui pourrait remplir le temps réel devant de vraies personnes. Pendant que l'orchestre fonctionnait, les critiques se moquaient de lui. Certains l'ont qualifié de bon marché, d'autres ont agi comme si la joie était un crime. Mais André a continué à s'accrocher à ce souvenir antérieur du public prenant vie parce qu'il savait ce qu'il essayait de faire. Il essayait de faire ressentir quelque chose aux gens. Il essayait de sortir la musique classique des étagères et de la placer entre des mains ordinaires. En 1981, leur deuxième fils Pierre naît et la pression double. La famille avait désormais 2 petits garçons et les soucis financiers se faisaient plus aigus. Marjorie a continué à travailler comme enseignante et est devenue l'épine dorsale de la maison. Dans le même temps, elle devenait aussi discrètement la gérante des coulisses. Elle s'occupait des choses pratiques qui font survivre un rêve comme les scripts, les brochures, les réservations et l'organisation. Tandis qu'André se consacrait aux répétitions et aux représentations, Marjorie portait la structure qui empêchait tout de s'effondrer. C'est ainsi que leur partenariat s'est développé. Ce n'était pas seulement de la romance, c'était un travail d'équipe. C'étaient 2 personnes qui construisaient une vie, et la construisaient à travers les années les plus difficiles, alors que le succès n'était pas encore arrivé, et que le doute était grand. André a vécu une triple vie au cours de ces années. Il était père au foyer musicien de symphonie et chef de son propre petit orchestre qui luttait pour rester à flot. Il était fatigué, jugé et souvent préoccupé par l'argent, mais il continuait d'avancer parce que l'idée en lui était devenue plus forte que la peur qui l'entourait, et à travers tout cela, l'ombre de son père planait toujours.
Son père n'aimait pas la direction qu'André prenait. Les valses n'étaient pas respectées dans cette maison. La légèreté n'a pas été respectée. Lorsqu'André choisit plus tard de construire un orchestre autour des valses et de la joie, la désapprobation de son père se fit vive. La tension entre eux ne s'est jamais apaisée. Et lorsqu'André a ramené Marjorie à la maison, alors qu'il était un jeune homme, le conflit est devenu si intense qu'il est devenu un point de rupture. À partir de ce moment-là, la relation ne s'est pas rétablie et la douleur est restée réelle. Malgré tout, André continuait à choisir la même chose encore et encore. Il a choisi la joie, il a choisi la connexion, il a choisi de faire de la musique que les gens pouvaient ressentir dans leur corps. Pas seulement admirer de loin, et même si ses parents ne sont jamais venus à ses concerts, André a quand même construit la vie qu'il voulait. Non pas uniquement par rébellion, mais par une profonde compréhension que la musique est censée atteindre les gens, et qu'atteindre les gens n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. André Rieu n'a pas construit son monde avec un coup de chance. Il l'a construit en prenant d'abord de gros risques, et ce risque a façonné tout ce qui a suivi. En 1987, il décide de fonder l'orchestre Johann Strauss, et il va si loin qu'il aurait hypothéqué sa propre maison pour le payer. Au début, il n'avait que 12 musiciens, mais il a traité le début comme si c'était la partie la plus importante. Alors ils ont répété dur pendant 6 mois, et quand ils sont finalement montés sur scène pour leur première vraie représentation, le 1er janvier 1988, c'était comme l'ouverture d'un nouveau genre de spectacle. Parallèlement, lui et sa femme fondent André Rieu Productions afin de contrôler la musique, la mise en scène, la planification et toute l'expérience. Il avait déjà vu ce que la musique de valse pouvait faire aux gens lorsqu'il jouait la valse d'or et d'argent à l'université, car la réaction était si forte qu'elle le poussait vers une idée claire. Il ramènerait la valse, même si les gens pensaient qu'elle appartenait au passé. Ce choix est devenu encore plus puissant en raison du violon qu'il emportait avec lui. André Rieu joue sur un Stradivarius de 1667, le genre d'instrument dont on parle comme d'un trésor vivant. Seul un petit nombre d'instruments Stradivari originaux existent encore dans le monde, et leurs prix ont atteint des niveaux que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Certains violons similaires se sont vendus aux enchères pour plusieurs millions. Et bien que la valeur de son violon spécifique ne soit pas confirmée publiquement, les experts plaçant souvent des instruments comme celui-ci dans une gamme qui peut aller de quelques millions à bien au-delà. Ce qui rend le tout encore plus irréel, c'est la façon dont le temps inverse l'histoire. Lorsque Stradivari fabriquait ses violons pour la première fois il y a des siècles, ils étaient précieux mais ils n'étaient encore que des instruments destinés à être joués. Pour Rieu, ce n'est pas une pièce de musée, c'est la voix qu'il utilise pour rejoindre les gens. Et cette idée de connexion devient le fil conducteur de tout ce qu'il fait. Puis la grande avancée est arrivée là où personne ne s'y attendait. En 1995, lors d'un match de Ligue des Champions entre l'Ajax Amsterdam et le Bayern Munich, il fait un geste marketing qui aurait pu échouer en public. Il a acheté la mi-temps avec un plan qui dépendait du résultat. Si l'Ajax perdait, une publicité enregistrée serait diffusée, mais si l'Ajax gagnait, il se produirait en direct. L'Ajax a gagné avec un score écrasant, et André est monté sur scène et a joué la valse numéro 2 de Shostakovich en direct à la télévision. La valse avait déjà suscité une étincelle dans le public parce qu'elle avait été utilisée dans une publicité d'assurance. Et maintenant, elle semblait soudain plus grande qu'une chanson. Les gens dans le stade ont chanté et le moment s'est rapidement répandu. Après cette seule représentation, son album Strauss & Company s'est vendu à environ 900 000 exemplaires. Et l'histoire de la renaissance de la valse a commencé à paraître réelle. De là le surnom l'a suivi à travers l'Europe et l'image est restée. Il devient le roi de la valse et ce genre que beaucoup avaient oublié revient sur le devant de la scène. À mesure que les foules grandissaient, l'orchestre grandissait avec elles et l'ampleur devenait presque incroyable. Ce qui a commencé avec 12 musiciens en 1988 s'est transformé en un groupe régulier d'environ 50 à 60 interprètes en 2020. Et sur les plus grandes scènes, les productions pourraient inclure bien plus de musiciens que cela. Ces tournées ont commencé à ressembler au genre de machine que les gens associent aux pop stars, et non à la musique classique. En 2009, Billboard l'a même classé comme l'artiste masculin en tournée le plus titré au monde cette année-là. En coulisses que les effectifs s'agrandissent également, avec une équipe permanente importante et encore plus de freelance lors des tournées. Il gardait des costumes en interne, il gardait plusieurs décors complets prêts à la fois,
Et tandis qu'un décor voyageait à travers les continents, un autre pouvait être utilisé pour les répétitions chez lui à Maastricht. À un moment donné, une tournée comportait même une scénographie grandeur nature de style château, et plus tard, les chiffres autour de ces enregistrements sont devenus tout aussi massifs, avec des dizaines de millions vendus et des centaines de certifications. Bien sûr, lorsque quelqu'un change autant une tradition, la réaction devient forte. Les performances d'André sont devenues célèbres pour leurs drames et leurs grandes émotions, et les critiques qui voulaient que la musique classique reste stricte l'ont attaqué pour cela. Certains disaient que c'était plus du business que de l'art, et d'autres l'accusaient de transformer la bonne musique en quelque chose de sucré et facile. Les critiques se sont moqués de ses choix de tempo, et les forums et les sections de commentaires sont devenus durs, parfois même cruels. Pourtant, au milieu de ce bruit, son propre message restait simple. Il a souvent dit qu'il ne voyait pas de frontières dans la musique et que pour lui, cela se résumait entre la bonne et la mauvaise musique. Cette idée explique pourquoi tant de gens qui ne se sentaient jamais les bienvenus dans les salles classiques se sont soudainement sentis à l'aise dans son public. Les critiques ne l'ont pas arrêté, et la loyauté au sein de son propre orchestre parle aussi discrètement car de nombreux musiciens sont restés pendant des décennies comme s'ils croyaient en la mission même, lorsque les étrangers n'y croyaient pas. Puis vint le moment où son amour du spectacle faillit tout détruire. Après s'être produit au château de Schönbrunn à Vienne en 2008, André a pris une décision qui semblait à la fois magique et dangereuse. Il a dit à son fils Pierre qu'il construirait une copie du palais et ferait le tour du monde avec. Ce n'était pas un petit accessoire, c'était un immense décor avec des fontaines en état de marche, une patinoire pour les patineurs, une salle de bal remplie de danseurs aux costumes coûteux et même un carrosse d'État recouvert d'or véritable. Le coût a atteint environ 35 millions d'euros, soit environ 63 millions de dollars, et il a même construit une autre version complète pour une tournée australienne en même temps. Il a dépensé des milliers de dollars en robes pour les musiciennes, et il a insisté pour avoir du vrai champagne pour le spectacle, même s'il n'aimait pas ça. Le rêve semblait parfait depuis les sièges, et c'était là le problème. Cela ressemblait à un succès, il était donc facile d'oublier l'addition qui attendait dans les coulisses. Les salles étaient pleines. Les applaudissements étaient réels et la renommée est devenue mondiale, mais les mathématiques sont restées froides. Il a admis plus tard qu'il avait mal calculé parce qu'il ne pouvait pas vendre suffisamment de billets assez rapidement pour couvrir ce coût énorme. Le résultat n'a pas seulement été une année difficile, c'est aussi un effondrement. Il a déclaré que cela avait anéanti des décennies de bénéfices en une seule décision, et que tout à coup, tout ce qu'il possédait avait l'impression qu'il pouvait être pris. Sa maison était en jeu, son studio était en jeu, et même son violon Stradivarius était en danger. Imaginez le calme après les concerts, lorsque le public rentre chez lui heureux, mais que les gens derrière le spectacle sont assis au dîner et parlent comme s'ils étaient dans une tempête. Sa femme Marjorie a dû gérer les affaires et même réécrire les scripts des émissions pendant que la pression était sur la table avec eux. Plus tard, il qualifierait la recréation du château de complètement stupide, et il dirait également que c'était la meilleure publicité, ce qui montre à quel point ce chapitre était tordu. Cela lui faisait mal, mais cela attirait également davantage de regards vers lui. Lorsque la dette atteint environ 34 millions d'euros, l'histoire se transforme en lutte pour la survie. André est entré chez Rabobank aux Pays-Bas et a fait face à une réunion qui aurait pu tout mettre fin à tout en un seul après-midi. Il devait dire la vérité qu'il était lourdement endetté et que la banque pouvait prendre la maison, le studio et même le violon. Ce n'étaient pas des négociations faciles, ce furent des négociations tendues où il devait convaincre la banque que la meilleure façon de récupérer son argent était de le laisser continuer. Il a admis plus tard que le stress était réel et a déclaré qu'il mentirait s'il le niait. Dans cette pièce, son avenir n'était ni un rêve ni un plan, c'était une décision que quelqu'un d'autre pouvait prendre. Et puis juste au moment où il avait le plus besoin de chaque concert, son corps l'a forcé à s'arrêter. En 2009, une infection du nerf vestibulaire a provoqué des vertiges invalidants, et les médecins lui ont dit qu'il ne pouvait pas jouer. Il ne pouvait pas rester stable sur scène, et les tournées ont dû être annulées dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cela signifiait des remboursements, une perte de revenus et davantage de peur, car l'avenir de l'orchestre dépend de l'homme au centre. C'était le pire timing possible.
Il devait encore gérer la machine compliquée des tournées et des enregistrements tout en faisant face à la maladie et à la dette, et ce genre de pression peut écraser les gens, même lorsqu'ils sont en bonne santé. Pourtant, le rebondissement qui l'a sauvé est venu du même spectacle qui l'a brisé. Les décors du palais sont devenus une légende et la nouvelle s'est répandue. Des foules qui ne s'en étaient jamais souciées auparavant sont devenues curieuses, et les billets ont commencé à se vendre. Le pari de la banque a réussi, parce qu'elle n'a pas réussi à le fermer. Ils l'ont laissé continuer, et la vague de demande est finalement devenue suffisamment forte pour couvrir la dette. Au fil du temps, il a remboursé ce qu'il devait, et il a même déclaré qu'il avait même fini par réaliser des bénéfices après la reprise. C'est une de ces histoires qui semblent impossibles quand on l'entend pour la première fois, car la même décision peut être la pire comme la meilleure selon ce qui se passe ensuite. Tandis que l'argent et les critiques tourbillonnaient autour de lui, une autre histoire se développait à côté. L'histoire d'un homme devenu un paratonnerre pour l'opinion. En 2015, un célèbre critique du Guardian a publié une attaque sévère contre un concert filmé à Maastricht, le qualifiant d'exemple parfait de musique classique transformée en produit. Le timing a fait mal, car ce film-concert a également été un grand succès auprès du public. 2 ans plus tôt, un autre critique de l'Irish Times avait utilisé une phrase qui lui était restée qualifiant son style de musique classique décaféiné et faisant une comparaison brutale destinée à l'embarrasser. Sur les forums, certains élitistes sont allés encore plus loin, affirmant que son travail manquait d'authenticité et se moquaient des costumes des sourires et de la joie du public, comme si la joie elle-même était un crime. Les espaces en ligne comme Reddit se sont également multipliés avec des gens qualifiant les performances de ringardes ou de grinçantes et se demandant s'il avait porté atteinte à l'image de la musique classique. Ensuite, il y a eu l'argument de l'argent, parce que ces numéros de tournée et de vente sont devenus si énormes que les critiques les ont utilisés comme preuve qu'ils recherchaient le profit plus que l'art. Mais les mêmes chiffres racontent une autre histoire si vous les lisez avec des yeux différents. André Rieu a vendu plus de 40 millions d'enregistrements et a remporté des centaines de prix et certifications dans de nombreux pays. Alors que le monde de la musique s'orientait vers le streaming et que les ventes physiques chutaient pour la plupart des artistes, son public continuait d'acheter des CD et des DVD comme s'il voulait quelque chose qu'il pouvait tenir et revoir. Au Royaume-Uni, ses sorties ont atteint un nombre énorme et il a atteint des sommets dans les charts que les artistes classiques atteignent rarement dans les temps modernes. En Australie, il est devenu quelque chose d'encore plus étrange, un musicien de valse classique qui a vendu plus d'artistes de tout genre pendant des années. Il y a rassemblé une étonnante pile de certifications platine et à un moment donné, il avait simultanément plusieurs DVD dans les meilleurs charts australiens. Ses revenus de tournée se situent également dans la même arène que ceux des superstars de la pop Billboard, classant ses tournées parmi les meilleurs revenus de différentes années et avec des recettes de carrière dépassant les centaines de millions. Rien de tout cela n'est arrivé par accident. Il a construit un modèle commercial qui gardait le contrôle entre ses mains avec sa propre société de production et sa propre gestion des droits, afin que l'orchestre et l'équipe puissent être payés grâce aux flux provenant des concerts, des produits dérivés, des enregistrements et des diffusions. Et puis il y a le côté privé qui ressemble presque à une scène de livre de contes cachée derrière toutes les lumières. André a acheté à Maastricht un château historique qui lui tenait à cœur depuis son enfance, un endroit où il prenait autrefois des cours et rêvait tranquillement de le posséder. Un jour, il l'a rénové, l'a rempli de beauté et l'a transformé à la fois en maison et en refuge créatif. Le château porte également une célèbre légende liée au véritable mousquetaire d'Artagnan, qui y aurait pris son dernier petit déjeuner avant de mourir lors du siège de Maastricht en 1673. Ainsi même, sa maison porte un sens de l'histoire comme s'il avait toujours été attiré vers des lieux qui recèlent des histoires dans leurs murs. Pourtant, la vie a continué à le mettre à l'épreuve avec des soucis de santé et des pertes, et cette partie de l'histoire est importante, car elle montre le coût du rythme qu'il a choisi. En 2010, il a été confronté à une autre crise de l'oreille interne, lorsqu'une infection virale a attaqué son nerf vestibulaire et détruit son équilibre. Il a dû reporter une tournée mondiale, et les fans lui ont envoyé des lettres et des remèdes maison parce que les gens avaient peur pour lui. Il a suffisamment récupéré pour revenir, mais son équipe a admis plus tard que son équilibre resterait toujours vulnérable comme un point faible qui pourrait revenir au pire moment.
Des années plus tard, fin mars 2024, il a attrapé une grave grippe à Mexico et a dû annuler plusieurs concerts. Son équipe a souligné l'altitude élevée, le décalage horaire et la tension des tournées, et André lui-même a décrit comment ses jambes tremblaient et comment il craignait de ne pas pouvoir se tenir droit sur scène. Cette vérité ordinaire n'a pas empêché Internet de le transformer en quelque chose de plus sombre, car les rumeurs de mort se sont propagées rapidement, et les vidéos clickbait ont réutilisé d'anciennes histoires, comme si elles se reproduisaient. La réalité était simple. Il est tombé malade, il s'est rétabli, et il a continué. Puis vint un chagrin qui n'avait rien à voir avec l'argent ou les critiques. En décembre 2016, Ruud Merckx, membre de longue date de l'orchestre Johann Strauss, est décédé d'une crise cardiaque dans son sommeil alors qu'il se trouvait à Leeds. Il faisait partie de la famille de l'orchestre depuis plus de 20 ans, et sa femme faisait également partie du groupe. L'équipe s'est précipitée pour aider. Ils ont même voyagé avec du matériel médical comme des défibrillateurs, mais il n'a pas survécu. André a immédiatement annulé les concerts car le chagrin était trop lourd, et il a dit clairement qu'il ne s'agissait pas que de collègues, mais de membres de la famille.